Bienvenue dans Bangarang, le podcast qui réveille l'enfant en toi. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir monsieur Karim Leclou. Merci de me recevoir, c'est moi qui ai de la chance. Et ben, ça fait plaisir. Un acteur qui est une ascension assez fulgurante, comme ça fait un moment que t'es là, mais c'est vrai que ça fait en quelques années, je trouve que t'as eu un essor assez fou. Comment t'as vécu ça, toi? Les amis, avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à vous remercier d'être là, parce que c'est la base quand même, en n'oubliant pas de vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Comme ça, toutes les semaines, quand il y a un nouvel épisode, t'es au courant, tu loupes rien. Je tenais également à remercier notre partenaire Glénat, ainsi que le 3 bis qui nous a gentiment prêté le superbe endroit dans lequel on tourne ce podcast. Allez, je vous embête pas plus. Bonne vidéo. Bisous. En fait, j'ai beaucoup de chance de travailler. C'est un métier passionnant et comme tous les métiers de passion, quand on a la chance de le faire, c'est merveilleux. Voilà, la chance des rencontres. Et aussi du travail, voilà, je pense que c'est un mélange de... Et ce que je trouve fou, c'est que t'es assez métamorphe, tu peux jouer des trucs très différents, mais mais sans pour autant complètement changer ton jeu et la sincérité dans laquelle tu le fais, et c'est ça qui marche, en fait. Que tu sois médecin, dealer, mec de la BAC ou ce qu'on veut, c'est ça que... C'est gentil, c'est gentil, ouais, en tout cas, le but du jeu d'acteur, c'est d'essayer d'incarner des personnages et des gens différents, mais effectivement, sa voix et sa tête, ça reste la même chose. Je suis loin de Brad Pitt. Je suis très loin de Brad Pitt, si je dois avoir dire. Là, mais physiquement, quoi. Je veux dire, ouais, mais tu joues joues avec une sincérité qui fait que c'est ça qui marche, en tout cas. Ok, cool. Est-ce que tu sais ce que c'est que Bangarang? Non. Bangarang, c'est le cri de ralliement des enfants perdus dans Peter Pan. D'accord. Et moi, j'ai choisi ça parce que je trouve que c'est un petit peu un rappel, enfin, c'est un petit peu, je trouve, une métaphore Peter Pan du passage à l'âge adulte. Est-ce que on tue ou pas l'enfant qui est en nous? Et moi, un de mes films référents, c'est Hook, quand j'étais petit, avec Robin Williams, et qui justement, c'est Peter Pan qui est devenu adulte et qui a oublié qu'il était Peter Pan et qui revient dans le monde imaginaire pour se reconnecter justement à l'enfant qui est en lui. Et le cri de ralliement des enfants, c'est Bangarang. Donc c'est ça que moi, je vais essayer un petit peu aujourd'hui, c'est de reconnecter à l'enfant qui est dans Karim Leclou. Avec plaisir. Est-ce qu'il est toujours connecté, cet enfant? Je pense que déjà le métier d'acteur, c'est un truc de gamin. C'est un métier où on joue déjà. Voilà, on parle de jouer en fait. C'est magnifique. C'est marrant. C'est un des seuls métiers où on parle de jouer, à part le foot ou. Ouais, mais c'est justement, c'est beau, c'est la notion de jeu. Il y a quelque chose de. T'es obligé de t'amuser, t'es obligé de garder cette âme d'enfant. Tu dois t'amuser en fait. Complètement. Et puis même, c'est le pouvoir de croyance d'ailleurs des enfants quand ils jouent, il est assez extraordinaire. Ah ouais. Et quand on joue au bac à sable ou quand on joue dans une cour de récréation, c'est assez fou. Et je trouve que les acteurs, ils ont souvent une capacité assez belle à croire et à rentrer dans ce pouvoir de croyance que ça existe. C'est créer des mondes qui n'existent pas et se persuader que ça existe. Ouais. Complètement. Et du coup, oui, pour moi, il y a une connexion directe à l'enfance de par ce métier. Et puis, il y a aussi des passions qui t'entourent et qui naissent à l'enfance, malheureusement, et qui t'as du mal à voilà. Ce qu'on va faire ici, c'est que c'est un peu comme si on était dans une DeLorean géante. D'accord. On va pouvoir voyager un peu à travers les époques et on va aller au démarrage. C'est les années 80. Ouais, je suis né en 82. Voilà. Est-ce que ça te dit d'aller en 1982? Ah ouais, je veux bien. T'aimes bien les années 80? Ah, j'adore. Ok, et let's go. On est dans les années 80. C'est quoi ta vie? Où est-ce que ça commence, la vie de Karim Leclou dans les années 80? Ouais, je suis né à Sèvres, j'ai grandi dans le 78. Ok. Voilà, j'ai une scolarité dans les années 80 plutôt classique, c'est-à-dire la maternelle. Ok. L'école primaire, tout ça. Génération Club Dorothée. Ouais, c'est ça, tes premiers souvenirs un peu artistiques, c'est quoi? C'est la télé, c'est Club Dorothée, c'est les dessins animés, c'est ces choses-là? Premiers souvenirs artistiques, c'est là où j'en ai marre de moi et du football. C'est 1989, si je dis pas de bêtises, c'est la Coupe des clubs champions, je crois que je vois le Milan AC, qui joue. Je me demande si je sais plus si c'est pas le STEA Bucarest, mais peut-être que je dis une énorme bêtise. En tout cas, qui joue cette finale de Coupe d'Europe. Et je comprends pas ce qui se passe et je deviens complètement. Mais c'est quoi? C'est parce qu'il y avait une télé allumée à la maison toujours sur le foot, c'est ça avec toi? Non, pas du tout. C'est que ce jour-là, je tombe sur ça et je deviens. Et tu bloques. Et je bloque. C'est-à-dire que Et puis il y a la Coupe du Monde l'année d'après. Et ouais, puis là, c'était un grand problème, la Coupe du Monde 90. Ouais. Grand problème. En plus, c'est une période où la France n'est pas en Coupe du Monde pendant 2 éditions de suite. Du coup... C'est une période un peu de transition du football français, je trouve. Complètement. Et pourtant, Dieu sait qu'il y avait des joueurs qui vont arriver. Il y avait les Papins, les Cantona et tout, mais qui n'ont jamais marché en équipe de France, finalement. Ou l'Euro 92, il a été hyper décevant. Mais c'était Platini, l'entraîneur, en plus. Ouais. T'avais tout et ça marchait pas, en fait. Tu connais vraiment le foot, hein.
Ah ouais, j'adore. Ok. Ouais, je suis Platini. Et d'ailleurs, la France sort invaincue de la zone éliminatoire. Ouais. Et en 92, et ça ne marchera pas. Et donc, la Coupe du Monde 90, c'est là où je vois jouer Maradona pour la première fois. D'accord. Et je deviens complètement fou de ce Et en plus, t'as vu la fin de Maradona. T'as pas eu le Maradona années 80. J'ai pas eu le Maradona 86. Je regrette de ne pas l'avoir vu. Ça devait être fou, ouais. Ça devait être complètement fou. Je crois que c'était complètement fou. Et notamment, il y a un match contre l'Angleterre. Ah bah oui. Qu'il faut regarder sur YouTube pour le commentaire d'Hugo Morales, qui est un Uruguayen. Et je crois un commentaire, mais complètement taré en espagnol, où le mec, il dit « Je pardonnez-moi, je pleure, de quelle planète tu viens, de quelle planète... » Et le commentaire est fou. Faut vraiment l'écouter, parce que c'est... Waouh. Bah, les commentaires sud-américains, on le voit un peu avec des Da Fonseca aujourd'hui et tout, mais c'est un step qui est fou. Ça n'a rien à voir, parce que je pense que le mec, justement, vend pas une image. Ouais. Et que tout d'un coup, il le joue pas, il le vit, quoi. Il vit le truc, quoi. Angleterre-Argentine, c'est un contexte, la guerre des Malouines, etc. Et d'un coup, il y a ça. Et je trouve que ce match, c'est caractéristique de Maradona, c'est-à-dire qu'il met un but, la main de Dieu quand il fait ça avec l'arbitre ivoirien, et qu'à l'époque, il n'y a pas la VAR. Bah ouais. Et ça, c'est quand même assez joli quand tu vois la taille de Maradona, qui n'est pas un joueur... Surtout que c'est pas une petite main. Non, c'est une vraie belle main, mais un peu... Moi, j'aime bien dans le football l'erreur, donc j'aime bien l'erreur humaine. T'es contre la VAR? T'es anti-VAR? Ouais, la VAR, ça m'emmerde. Déjà, je trouve que ça hache les matchs. Puis des fois, on est au millimètre, et pour moi, on devrait privilégier le jeu, tu vois. Je suis complètement d'accord. Et puis... Mais il y a des injustices aussi qui sont réparées, donc bon. Ouais, mais je trouve que l'injustice fait partie du football. Je sais pas, j'aime bien en fait, le football, je trouve qu'il a ce charme d'être profondément humain. Oui, imparfait. Mais t'as des trucs quand même. Quand tu revois la remontada, si tu revois Chelsea-Barcelone il y a quelques années, où c'est des injustices incroyables. Ouais, mais je trouve que ça fait partie de l'histoire du foot. Ouais. Mais d'ailleurs, dans ce match-là, heureusement que Maradona prend pas un carton rouge. Ça change toute l'histoire. Et il y a 2 buts qui sont extraordinaires. Il y a celui-là, et puis il y a le but où il dribble. Il n'aurait jamais pu le mettre s'il avait pris un rouge sur le premier. Exactement. Et donc ça, déjà, je crois que le football, c'est le premier choc avant même l'image et qui m'arrive dans la tête. Ouais. Quand je repense à années 80, parce que vraiment, début des 90, la Coupe du Monde, j'étais taré. Ouais. Je gueulais. Je me rappelle pour que mes parents me laissent regarder les matchs. Parce que normalement, quand t'es petit, j'avais 90, je devais avoir 8 ans, 7-8 ans. Et je gueulais comme un âne. Mais vraiment pour voir les matchs du soir. Ouais. Donc, à un moment, ils en pouvaient plus. Ils me foutaient. Et toi, tu jouais ou t'avais vraiment déjà ce truc de spectateur De spectateur de pied gauche. Si, je jouais, mais comme un tordu. Okay. Avec des ballons en mousse. Donc t'étais passionné, mais t'avais jamais eu... j'étais nul. T'as jamais eu le rêve d'être footballeur? Si, c'est ça que... C'était une frustration, donc? Non, c'était un monde imaginaire. Ok. Je me suis souvent imaginé être un grand joueur. En plus, il y avait une confusion chez moi à l'époque, j'étais petit. Ouais. C'est avec Olivier Tom. Ah oui, bien sûr. Donc il y avait un truc où je pensais que j'allais m'envoler dans l'espace. Où tu voyais que les Japs n'avaient jamais vu de foot à l'époque. Hein. Ouais, non, les règles, c'était nimp, les terrains étaient ovales, mais c'était chambé. C'était génial. C'était génial, mais par contre, tu te rendais compte, tu te dis, ah ouais, maintenant ils sont chauds, et les derniers mangas sur le foot sont bien. Mais à l'époque d'Olivier Tom, quand tu regardes a posteriori... Olivier Tom, je continue à le regarder de temps en temps. Là, je me suis abonné à des choses pour revoir Dragon Ball Z et Olivier Tom. J'ai une tendresse infinie pour ça. Sûr. Parce que Dragon Ball, c'est cette époque-là aussi. Parce qu'il y a Dragon Ball avant Dragon Ball Z. Moi, je suis rentré dans le wagon à Dragon Ball Z. Mais mon grand frère, par exemple, était sur Dragon Ball. Donc, j'ai pas eu la chance de connaître l'apparition des mangas, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et puis, il y avait les Chevaliers du Zodiac. Ouais. Et ça mettait beaucoup de confusion à l'époque. Parce qu'après, tu vas dans la cour de récréation. Ah, bah oui, tu veux reproduire des Kamehameha. Bien sûr. Et puis, c'est des trucs où à l'époque, c'est l'époque télé, et tout paraît loin. Le Japon, ça paraît hyper loin. Ça nous vient de là-bas. Ouais, puis on se rend pas compte aussi de l'intelligence. Bien sûr. Par exemple, sur Dragon Ball Z, ça parle clairement de la colonisation quand il parle de Namek. Ah bah bien sûr. Et en fait, de toutes les transpositions et de l'intelligence de ces dessins animés, les Chevaliers du Zodiac, c'est hyper sombre. Ah bah oui. Ken le survivant de l'enfer. Quelle vision de l'humanité. Ah, c'est un monde post-apo où tu te dis... Il y a quelques personnages aujourd'hui, Tortue Géniale. Ouais. Après, c'est la culture Jap qui est un peu différente. Il y a des personnages quand même, c'est comme Nicky Larson. Il y a des choses. Ouais, c'était... Aujourd'hui, il serait peut-être vu un peu différemment. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait des trucs où, en fait, c'était un peu mal jugé parce que ça venait de l'étranger, ils étaient un peu dépassés. Je me rappelle qu'il y avait eu tout un truc de CSA, la campagne de CSA dans les années 90, de Ségolène Royal et tout, qui a voulu interdire ça en télé, tous ces mangas. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc où, au final, en fait, ça dénonçait des trucs très, très actuels. Ouais, je trouvais que c'était... En tout cas, c'était une vision...
complexe de l'humanité et pas tendre du tout. Et je suis tellement heureux de les avoir vus, en fait. Ça. Ouais. Et aujourd'hui, tu te les refais un petit peu, c'est ça? Ouais, j'aime bien, des fois, me refaire Olivier Tom pour des raisons footballistiques évidentes. Parce qu'en plus, il continue longtemps, le manga, où à la fin, ils sont carrément en équipe nationale. Ouais, après, ils jouent une Coupe du Monde et tout. Après, ça, là, moi, je revois les premiers épisodes. Tu sais que dans les derniers épisodes, il y a carrément des joueurs. T'as Emmanuel Petit dedans, qui joue en équipe de France. Le mec, il vient au stade à cheval, il vit dans un château. C'est leur vision des Français qui est incroyable, tu vois. En même temps, Emmanuel Petit, bon bah voilà. En vrai, il avait peut-être vraiment un cheval. Il avait peut-être un cheval, en tout cas, il avait la crinière, donc déjà, c'était pas mal. Mais c'est mal. connerie, parce que c'était de la vision très cliché, tu sais, les Allemands, ils étaient comme ça, les Français, c'était... Mais j'ai vu les nouvelles versions, mais les dessins, ils me plaisent moins. Je suis moins attiré, tu vois, c'est le goût de l'enfance, c'est un truc, justement, quand tu parles de ça, de saveur, voilà, de Madeleine de Proust, tu vois, et puis, ouais, c'est ça, et puis, je voulais remercier deux personnages très importants pour moi, parce qu'ils n'ont pas été respectés. Donc il y a Bruce Harper. Ouais, bien sûr. Et Krillin. Ouais, c'est les deux. Les deux. C'est les sidekicks qui se font toujours déclasser. Ouais. Bruce Harper, il a commencé comme joueur, il a terminé supporter sa carrière. Ouais, mais c'est... Donc c'est très grave. Non, c'est sûr. Bruce Harper, il a été sur-respecté. Krillin. C'est le personnage le plus tué de Dragon Ball. Il se fait... Mais ils lui ont donné comme femme un robot. Non, mais c'est la robot la plus fraîche. Ouais, mais c'est un robot. C'est vrai. Et on n'a pas respecté Krillin, on n'a pas respecté Bruce Harper. C'est très grave. Il a même pas de nez, le gars. C'est très, très grave. Il est temps que les gens militent pour la réhabilitation de Bruce Harper et de Krillin. C'est vrai. Et ben, écoute, le message est passé et t'as bien raison. Mais, et en plus, tu sais que Krillin, ce qui est fou, c'est que c'est le personnage préféré de Akira Toriyama. Bah écoute. Et c'est bizarre qu'il n'ait jamais respecté comme ça. Et en même temps aussi, parce que c'est bien taper sur ses... C'est un gars courageux, parce qu'il va quand même au combat. Bon, il perd, et c'est ce qu'on aime bien aussi. C'est un peu le tirailleur de Dragon Ball. Il y va toujours en premier. Mais on aime ça. On va se faire un petit interview de DeLorean, comme si on pouvait remonter dans le temps, justement. Okay. Si tu avais cette capacité, si tu peux rencontrer un personnage historique, mais n'importe qui, ça peut être Napoléon, ça peut être qui tu veux, ou d'un passé plus récent, t'as le droit à un entretien d'1 heure. Qui t'aimerais bien rencontrer? Waouh. J'aimerais bien discuter avec Jacques Brel. Avec Jacques Brel? Ouais. Je suis... C'est sa personnalité, Sa personnalité, ouais. C'est sa musique. J'aimerais faire un entretien entre Jacques Brel... Ah, tu les connectes? Ouais, et bizarrement, ça n'a rien à voir, mais en écriture, je trouve qu'il y a un truc magnifique, et moi qui me bouleverse, c'est Steinbeck. Ouais. John Steinbeck, parce que j'ai lu Des souris et des hommes et que ça m'a rendu fou. Et voilà, c'est des gens que j'aimerais rencontrer. D'accord. Mais jamais il y en a plein, en fait. Bien sûr, bah après, bien sûr. Mais là, c'est s'il y en avait un où on t'a le droit. Maradona. Donc, Jacques Brel, c'est Jacques... Ouais, mais Maradona. Mais est-ce qu'il aurait été si intéressant que ça en 2023? Oh, je sais pas, pour moi, mais ça reste Maradona. C'est un Indien dans un monde de cow-boys. C'est magnifique, Maradona. Je crois qu'il y a une histoire avec le peuple argentin, il y a quelque chose de... Même à Naples, hein, c'est de Naples, mais même de ce qu'il représente, avec ses excès et tout. Ouais, je crois que Maradona, c'est quelqu'un que j'aurais rêvé de rencontrer. Ok. Donc on finit sur Maradona. On fait allez, on en prend 3, pourquoi? Allez, tu kiffes. Voilà, je me fais un cigare club avec les 3. Voilà, je pense que ce sera une très bonne soirée. Ok. Si tu devais vivre à une autre époque? Époque connue, ou je pourrais aller dans le futur? Ça peut être dans le futur aussi. J'aimerais bien vous connaître le monde et voir ce qui se passe en 3055. Ouais, mais là, après, tu vis, quoi. Si c'est vraiment de la merde, t'as plus le choix, quoi. Bon, c'est pas comme si aujourd'hui la période était non plus c'est vrai. humainement la plus passionnante qui soit. Ouais, c'est sûr, mais j'ai l'impression qu'on creuse tellement que je sais pas jusqu'où on va aller, tu vois. Alors que le passé, t'as un peu un truc de maîtriser un peu ton... Oui, mais comme je suis pas passéiste, et j'aime bien aussi regarder... Ça te ferait chier d'avoir l'impression d'être dans... Ouais. Oui, par nostalgie ou par... De connaître un peu déjà l'histoire de ce que tu vis, quoi. Ouais, bien sûr que c'est fascinant de pouvoir... Tu vois, de voyager dans le temps, j'imagine que c'est fascinant, mais je me dis que tout d'un coup, l'inconnu me c'est le futur. Aussi. Ouais, l'inconnu. Même pas le futur, mais l'inconnu. Ouais. Tu sais, la chose... tu sais pas l'histoire, donc c'est plus stimulant, intellectuellement. C'est sûr. Et si tu pouvais revivre un jour de ton passé, une journée de ta vie, tu peux te faire un replay pour une journée. Finale 98. Pardon, je parle beaucoup de football. J'ai l'impression que tout d'un coup, ta chaîne... Non, mais... Ça s'appelait Boomerang. Maintenant, tu travailles sur l'équipe 21. Non, la finale de la Coupe du Monde 98, parce que j'ai un match que je jouais avec mon père et tout ça, et
Ah, c'était un Tout est moment. connecté, il y a un truc entier de magie un peu. Ouais, de joie simple et de. C'est un moment de pur bonheur. Ouais. T'as Ouais. 16 ans, t'es en pleine adolescence et c'est un truc Ouais, mais marquant. c'est un truc super marquant. Puis ça raconte quand même des choses assez jolies sur l'histoire de France. Ouais, de ouf. Où on avait l'impression on avait réglé des choses qu'on n'a pas forcément réglées, mais il y avait un peu, au moins eu ce sentiment-là. Ouais. Comme s'il y avait une trêve de 24 heures où... Elle faisait du bien, en tout cas. de ouf. Elle faisait du bien. Et puis, la première fois que la France a été championne du monde, c'est avec cette équipe-là. Tu penses 2018, ça aura pas la même saveur pour les nouvelles générations? Ça sera pas aussi fort que notre 98? Bah, je pense qu'une première fois, ça se remplace jamais. Ouais, c'est Voilà. vrai. C'est vrai. Si tu pouvais mettre pause à un moment donné de ta journée, où tu peux juste te poser un peu plus, ça serait quel moment que tu aimerais bien faire durer un peu plus dans tes journées? Le matin, pour profiter d'un être qui m'est très cher. Voilà, j'aimerais faire un temps de pause qui dure toute ma vie et j'aimerais que ma vie dure le plus longtemps pour cet être. Super. Est-ce que ça te dit d'aller dans les années 90? À fond, C'est cool les années 90. c'est super cool. On a pas, déjà, moi, je nous y ai mis, hein, t'as vu rapidement. On Ouais, est j'ai parti vu. en 1990 en Italie, pardon. Donc voilà, avec Ok. cette Coupe du Monde. Eh ben, let's go dans les années 90. Alors, on est dans les années 90, ça y est. Ok. Donc là, c'est un peu la sortie de l'enfance, début de l'adolescence. Ouais. Chez moi, l'enfance durait encore un peu tard parce que 90, je liais ça. Problème, je parlais que de football, je deviens dingue. Je vais changer d'activité, mais il y a quand même la Coupe du Monde 94 et la Coupe du Monde 98. Bebeto Romario, juste pour ça. Ça, c'est 94, Ouais, Roberto Baggio, bien sûr. Hadji. Enfin, Coupe C'est du une Monde sorte de pénalty, ils ont extraordinaire. souffert, les Italiens. Ah ouais, puis là, mais là. Ils souffrent encore, hein, d'ailleurs. Roberto Baggio. Bah, Viali, il est Ouais, décédé. je Moi, sais, c'était je sais. entraîneur-joueur à Chelsea et tout. C'était même la Juve et tout. C'était. Non, mais tu vois, c'est marrant, là, il y a eu le Pauly, l'acteur qui faisait Pauly sur Rocky qui est décédé. Et je sais pas, quand par exemple les modèles de ton enfance Ouais, c'était un partent, peu un tonton, quoi. ouais, bah, ça te fait un truc. Ouais. Ça Bah là, il y vient. en a eu qui l'ont eu avec Matthew Perry de Friends. Ouais, bien sûr. Où c'est des gens qui ont existé. Mais ça appartient à ton intime, en fait. Bien Et sûr. c'est pour ça que je pense que C'est l'enfance. une tristesse qui est dure un peu à expliquer. Parce Oui, que, mais parce que c'est qu'elle paraît un relié. peu ridicule de l'extérieur. Bah, alors, je suis Et- complètement ridicule, moi. Mais ça le me- sentiment, il est réel. Donc c'est vrai que t'as un Bah, truc parce un que peu. t'as une proximité, parce que je pense que l'enfance crée de la proximité avec les personnages que tu regardes, les films que tu Et comme regardes. tu disais, c'est des la univers musique. qui existent à l'intérieur de nous. Donc au final, Complètement. ces gens existaient, quoi. Les années 90, c'est aussi l'avènement un peu du rap en France, qui aux US, c'est plus dans les années 80, mais en France, c'est vraiment dans les années 90 que ça commence à arriver, qu'il y a les premiers groupes de rap français, etc. Toi, comment tu prends ça? Tu rentres dans le train direct? Tu vois ça comment? Bah ouais, parce que dans les années 80, mon souvenir, il est assez étrange, parce que donc, c'est vraiment des souvenirs de gosse, et Ouais. j'étais plus sur des trucs comme Johnny Clegg, Ouais. ouais, Arsi Bonanga. Ouais, c'était Tu mon vois, daron qui écoutait ça. Ouais, bah, je me voilà, rappelle. Ce blanc qui- je suis pas ton daron. Quand même, s'il te plaît. Calme-toi. Non, mais pour nous deux, d'ailleurs, ce serait bizarre. Ça serait bizarre. Euh, euh, mais Michael Jackson, j'avais des trucs justement, et même des fois c'est bizarre, j'ai la musique des magasins, Ouais. tu sais, avec ma mère, je connais la musique des françaises. Ouais, la variété de ces années-là. Ouais, de ces années-là, et quelques années plus tard, j'y reviendrai, mais en me souvenant de cette. Ouais, tu les d'instant que avais j'avais- sans t'en rappeler. Ouais, c'est ça. Et de Gainsbourg que j'aimais pas, ma mère elle aimait Gainsbourg. Et je sais pas, c'est bizarre parce que c'est un mec que je vais beaucoup réécouter et apprécier. Et au Ouais. début, comme il m'était imposé, voilà. Après, il y a eu l'Eurodance, L'Eurodance. ce qu'on peut appeler l'Eurodance, je crois. Ouais. Les mouvements comme Corona. Bien sûr. Enfin, voilà, plein de... Et puis, j'ai découvert, ouais, le rap, c'était la première fois où tout d'un coup, je crois que j'ai eu un flash sur des gens comme Tupac. Bien sûr. Parce que ça a d'abord été, je pense, Tupac, Notorious, le rap africain qui me venait. Et puis, NTM, IAM. Bah, comme à l'époque, t'as pas internet et il y a très peu de trucs qui arrivent, on a les très gros qui Et arrivent. puis les cassettes. Bien sûr. C'est des objets de rêve. Je sais qu'on est sur YouTube, mais tu vois, moi, j'adorais les formats et tout, ça me faisait rêver. Mais il y avait un truc un peu pirate. T'arrives à avoir une cassette, tu la Tu pouvais copiais. tu pouvais la copier. Bien sûr. Il y avait un truc où tu pouvais matérialiser, en tout cas, la Exactement, chose. Et, exactement. et c'est vrai que NTM, IAM, Fab,
c'est des gens qui m'ont, dont je trouve les textes sublimes, qui interrogeaient la société, qui avaient une dimension. Ouais, il y avait un truc très social, très d'urgence en fait. Mais, politique. C'est pour ça qu'un mec comme Fab a fini par écrire des livres en disant que l'expression de la musique n'était plus suffisante pour ce qu'il voulait exprimer. Ouais, je comprends. Et c'est devenu plus du divertissement aujourd'hui, même si le rap s'est multiplié. Oui, après, j'ai pas de discours comme ça, parce que je trouve qu'il y a des gens aussi qui font, sûrement dans les jeunes générations, qui font des choses formidables. Et je trouve, c'est toujours, je me méfie moi de mon propre goût à l'enfance. Ouais, bien sûr. C'est qu'il y a un truc où. De pas être déformé, ouais. Ouais, tu vois, c'est comme ça, là. Pardon, mais voilà, on va le mettre avec nous comme ça. Et lui, c'est dans Ghostbusters, lui. Ouais. Où ils en font un énorme, là. Je le lâche là pour l'instant. On c'est verra lui que j'avais après. envie d'avoir. Mon petit pote. C'est un petit pote. Là aussi, lui, il appartient à mon enfance. Il y avait un personnage. Il y avait un côté objet, quoi. Ouais, et puis il y avait un personnage bouffe-tout. Ouais, bouffe-tout. Voilà. Mais là, ils ressortent un reboot. Il y avait des choses formidables à la télé, méchantes. Aujourd'hui, pardon, alors on va pas être d'accord, mais sûrement, mais moi, les Pokémon et tout, je suis passé à côté. Ah ouais, moi, c'est plus mon époque. Oui, non, mais moi, c'était méchant. Ouais. Les gens voulaient se tuer. Il y avait des trucs à la télé comme marier 2 enfants en sitcom. Ouais, c'est vrai. Où un mec, en générique, se fait dépouiller. Ah, mais tu regardes mais même les dessins animés, Ken le survivant, c'était violent. Mais c'était violent. C'est très violent. Mais en fait, je trouve, voilà, mais c'est pour ça que je me méfie de mon propre goût. Ouais. Mais est-ce que pour autant, parce qu'il y a eu beaucoup le débat à l'époque en France est-ce que ça rendait les enfants violents? Non, je crois pas. Je crois juste que j'avais une fascination, mais lors du rêve, tu vois, quand j'ai vu ces décors, les décors qui font passer aussi à Mario Bros. Ça réanime des choses, ouais. Ouais, je me souviens que je passais dans les centres commerciaux et je voyais Mario Bros. Et genre, je me disais, waouh. Et j'avais, dans les premiers temps, parce que j'ai une console télé tard. Ouais. Ok. Et ma mère, elle voulait pas, je sais pas, mes parents, ils avaient peur pour la télé. Pas pour moi, pour la télé. La télé, c'est précieux. Exactement. Mais c'est un objet social, hein. Et du coup, moi, je disais, putain! Et quand j'étais dans les centres commerciaux, je me postais au truc des consoles et j'étais comme un dingue. Je voyais l'écran. Ouais. Mais j'étais fasciné. Mais comme un dingue. Ah, Sonic, fou. Mario, Street Fighter. Et quand j'ai eu la Super Nintendo, parce que c'est pour ça que je te dis, des fois, l'enfance, je m'en méfie. Parce que les enfants sont pas toujours sympas, mais les adultes non plus. Je me rappelle d'avoir une prof de français qui, je sais pas pourquoi, elle avait senti le truc et j'avais réussi à convaincre ma mère de m'acheter la Super Nintendo. Ok. Et elle avait fait des gros sacrifices, je la remercie. Parce qu'à l'époque, c'était une fortune. Là, c'était une fortune et genre, elle avait mis tout. Serrer la ceinture. Ouais, serrer la ceinture pour me ramener la Super Nintendo avec Street Fighter 2. Et là, ma prof de français qui sonne au même moment pour dire que je suis un mauvais élève que tac. Et que, comme un con, j'avais parlé en cours, je crois, du projet de la Super Nintendo. Donc elle savait que... Elle avait appelé chez moi, elle voulait boycotter. Et je savais que c'était elle qui appelait. Et j'ai dit, maman, non, il faut qu'on arrête. Et j'ai eu la Super Nintendo. T'as réussi à se le rêve quand j'ai eu Street Fighter 2. Turbo. Tu vois, c'est là où j'essaie de me tenir, tu vois. J'entends juste le générique de début, tu vois. Il était fou, il était fou. Ouais. Mais c'est moi, pour je ça jouais chez mon cousin, je l'avais pas, et je jouais chez lui. Mais l'enfance te pose des problèmes, tu vois, je remonte, parce que là, on est dans les années 90. Ouais. 90, j'ai 8 ans. J'ai eu 7 ou 8 ans. Quand il y a la Coupe du Monde, je fais un truc de con. Mais vraiment, c'est vraiment le truc le plus con de j'ai fugué de l'école. Pour voir un match. De Coupe du 8 Monde. ans, c'est tôt en plus. Mais oui, mais parce que le match était à 16h, donc j'avais conscience de l'horaire. Et ça te casse, quoi. Et je me dis, je vais pas attendre jusqu'à 4h30. Bah ouais, t'étais je me suis sauvé. Et j'ai sonné chez moi. Ma mère, elle a pété un plomb. Oui, parce que c'était logique. Ouais. Mais j'ai quand même regardé le match. Je me suis fait engueuler fort et tout, mais j'ai vu le match. Mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Donc à tous les enfants qui sont à l'école, si un jour il y a un match que vous voulez voir, s'il y a un dessin animé, je continue à, tu vois. Fuguer, parce que c'est ça qui est. Mais moi, Dragon Ball Z, mais il y a la plupart de mes potes, on n'était pas là le mercredi matin. Bah oui, bien sûr. On était en absence non justifiée, mais qu'on justifiait. Mais c'est vrai qu'ils avaient mis ça le mercredi matin. Et quand en fait, dès que t'arrivais au collège, t'étais mort. Oui, mais c'est ça. Dragon Ball Z, c'est vraiment la période au collège. En primaire, tu pouvais regarder. Et au collège, moi, je me rappelle, mon frère rentrait, il me disait alors, il s'est passé quoi et tout. Parce que moi, je pouvais regarder. Mais c'était dingue, tu vois. Et surtout, t'as pas internet, t'as rien, on te racontait. Oui, il y a le magnétoscope. Mais moi, j'avais pas tout de suite le magnétoscope. Pour pouvoir enregistrer. Pour pouvoir enregistrer. Bien sûr. Ou des fois, je l'avais, mais j'avais pas la cassette qui est d'enregistrement. Et voilà, et c'était la découverte de mais c'était précieux, je trouve, parce que cette époque-là, t'avais un peu le truc d'avoir toujours la cassette pour enregistrer au cas où. C'est un monde de l'imaginaire qui me fascine, en fait. Ouais. Là, tu m'as replongé dans des époques où carrément, je te dis, je revois ma sensation. Un jeu qui m'a rendu fou. International Superstar Soccer. Bien sûr. Pardon, avec un meilleur accent anglais, sûrement. Mais ce jeu m'a rendu fou. C'était fou.
Voilà, je vais me calmer. C'est pour ça que je suis pas le bon invité. Moi, non, justement, nous, nous, ce qu'on veut, c'est réanimer la passion et l'enfant. Ouais, mais là, j'ai envie de jouer à la console. Ah, bah, t'as raison. Enfin, tu vois, c'est un tel goût. Parce que c'est bizarre, hein. Je repense au cinéma aussi, à des films comme Terminator 2. Bien sûr. En fait, je voyais souvent des films avec mon père quand j'étais petit. Qui a très bien vieilli, hein, Terminator. Il est génial. Parce que t'as des films cultes de cette époque qui ont un peu mal vieilli, les Terminator. Le Terminator 1, il y a un élément de comédie formidable. C'est le Schwarzenegger qui bute de façon donc, robotique toutes les Sarah Connor avant d'arriver à la vraie Sarah Connor. Moi, ça me fait pisser de rire. Mais le Sarah Connor... Ouais. Oui, pourquoi? Boum. Et ouais. Sarah Connor, boum. Et je pense que d'ailleurs, ça inspirera les frères Cohen pour No Country for Old Men, où cet acteur espagnol qui est fou et qui tue sans aucun... Oui, de manière mécanique. Ouais, de manière mécanique. Et moi, c'est des éléments de comédie que je trouve hyper forts. C'est un grand comédien pour toi, Schwarzenegger? Attends. Mais... Parce que ça, non mais c'est beau, quand même. Maman, j'ai raté l'avion. Home Alone. Là, moi, je choisis dans ce que je vois. Alors, hop. Ouais, je vais tout casser. Hein. Voilà, Abyss. Film magnifique. Film magnifique. Ah bah, bien sûr. Moi, j'ai très envie de le revoir au cinéma. Moi, j'ai qu'une notion de... Au départ, le cinéma, chez moi, le mec est en promo, mais tu sais, en 1990, film dans lequel il a je n'ai jamais joué dans ces films. Donc, il faut peut-être que je me calme. Mais c'est 2 films. Mais c'est dans des choses très différentes. Attends, mais je deviens fou. Hop. Ah, là, c'est drôle. Donc, surtout, Piège en eau trouble. Piège en eau trouble, non, bien sûr. Ce qu'il faut voir, c'est Piège de cristal. Piège de cristal. Bruce Willis, acteur de génie. En fait, c'est que je trouve que le cinéma américain présente des acteurs, tu vois, Stallone, on peut dire tout ce qu'on veut, tu vois, mais en termes d'émotion pure, quand Rocky 1, mais c'est super Rocky 1, c'est une masterclass. On est d'accord. Et il faut T'as toujours été plus Stallone que Schwarzenegger? Ouais, parce que son émotion me touche plus. D'accord. Et je trouve qu'il y a 2 films où tu vois, il y en a un autre où tu vois que c'est un immense, parce que là, il y a quand même Kettle, De Niro, c'est Copland. Ah oui. Et dans Copland, il est bouleversant. En fait, dès qu'il joue un gars, je trouve, qui perd, même la vision de Rambo 1, et quand même pas, parce que bon, celui-là aussi. Les gars, le 3, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai jamais été... moi, je les ai vus peut-être trop tard. Non, mais le 1, mais déjà, parce que le 3 et le 2 est très marrant. Le 2, il faut le voir pour le doublage français. Moi, tu sais, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu les Hot Shots, je sais pas si tu te rappelles des films Hot Shots, j'ai vu avant les Rambo. Ouais, donc t'as une vision. Ce qui fait que j'avais une vision, j'ai vu la parodie avant les films. Mais c'est drôle, parce que c'était connerie, parce que je revois les scènes, je dis, ah putain, c'était ça la scène qu'ils ont fait. Il y a 2 choses à voir quand même dans le Rambo 2, c'est le doublage français sur les Russes où ça se lâche. Ah ouais. C'est genre vraiment ça. Les Russes, c'était les méchants à l'époque. Très fort. Tu vois, et genre, ils déchiffrent des messages codés, et t'as un truc aussi stupide que ici, les libellules. Tu vois, je me dis, bon, le message codé, on a compris, tu vois que c'est un hélicoptère. Les VF, faudra en parler de ces époques-là. Et surtout, t'as une scène de fait sur le Rambo 2, mais à se pisser de rire, il faut faire arrêt sur image. Hein. C'est la scène finale. Je pense que Stallone a libéré tous les toxicomanes qu'il y avait aux États-Unis, parce qu'ils ont pris des mecs super amaigris, mais trop, tu vois. Je pense que là, tous les acteurs, c'est en mode toxico, fin de vie, et c'est Stallone qui les sauve. Et la dernière fan de Stallone, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il se retrouve face à un hélicoptère russe qui va tirer, mais comme c'est un pervers, il prend un plaisir à tirer. Et là, la fan de Stallone, c'est quand même je dors. Et là, boum, lance-roquette, il tire. Et quand tu fais arrêt sur image, il y a des métiers formidables dans le cinéma, c'est l'accessoiriste. Il fait un petit trou. Donc j'imagine l'accessoiriste dire attends. Et il y a un petit trou comme ça, et tu te dis, en fait, tu tires un lance-roquette dans le truc, ton hélicoptère explose, gars. Ah, bien sûr. Et t'exploses avec. Et je trouve ce film très marrant. Le Rambo 2 est très marrant, mais le 1 comme le Rocky, je trouve qu'il y a quand même une vision du loser de la société américaine, moi, qui me touchait dans mon enfance. Bruce Willis, je trouve que c'est un acteur de génie. Moi, c'est plus Mel Gibson, Bruce Willis, Stallone. C'est des acteurs que je trouve dans le cinéma d'action qui est avec une saveur particulière. Des cinéastes aussi. Spike Lee, Do the Right Thing, c'est un film qui m'a bouleversé. Je vois Malcolm X dans les années 90 où je ne comprends pas. Et je ne comprends toujours pas la performance de Denzel Washington et celle de Spike Lee, parce que c'est du génie absolu. Et c'est ça qui te donne envie de faire du ciné, c'est à ce moment-là? Non, à ce moment-là, tu te dis jamais que tu seras de l'autre côté? Pas du tout. Je m'imagine footballeur professionnel, je tire des coups francs imaginaires dans ma chambre à la 94e minute et je gagne des coupes d'Europe et des coupes du monde. C'est tellement des années je vois Scarface en cassette. Je crois que ça, c'est un gros choc qui va me perturber aussi pas mal. Oui, parce qu'il y a les versions françaises, des fois, sont perturbantes. Bien sûr.
Scarface en Cuba. Tu les as vus en VO après ces films? Non, c'est un film que, en fait, je l'ai vu une fois en VO, mais ça avait pas le même. T'as pas la même saveur, bien Oui, sûr. mais c'est toujours le goût à l'enfance, c'est ce truc Moi, il y a qui des déforme. acteurs américains qui, pour moi, ont la voix de leur VF et ça peut pas De bouger. Niro. De Niro, Ouais. j'adore savoir. Mais en Bruce version- Willis, pareil. Bruce Willis, la même chose. Stallone, la même Robin chose. Williams. Ouais, oui, ce mec-là. Et puis je découvre, tu vois, c'est ça qui est fou, c'est qu'en même temps, je découvre le cinéma français. La haine de Kassovitz. Genre, je le duplique carrément. J'ai un magnétoscope, je demande à un pote, tac et tout, et on le duplique et Ouais. on les vend C'est 10 francs chaud, au collège. Non, laissez le faire du. Merci bif un Mathieu. peu. Merci Mathieu Kassovitz. Grâce à toi, j'ai sûrement gagné 80 francs dans ma vie. Mais c'est que c'est un cinéma tout d'un coup aussi qui me parvient, le cinéma de Kassovitz. Il y a un film qui se fait assassiner. Je crois qu'on est je sais plus c'est en quelle année, Assassin, mais ça doit être fin Oui, bien sûr. des années 90 de Kassovitz. Ouais. Mais qui se fait assassiner alors qu'il est, quand tu le revois, Il est présenté à Cannes, je crois. il est présenté à Cannes et c'est une vision Les très gens trash. qui se barrent de la salle. il y Oui, a un mais très truc, trash des médias, surtout. Très trash de l'image, très trash de la représentation. Et je trouve que il y a un truc chez Kassovitz à ce moment-là qui saisit une époque et c'est fou. D'ailleurs, là, je crois dans la haine, quand il monte ses télés H24 et que Cassel apprend la mort du jeune, justement, par ouais, l'image. bien sûr. Je trouve qu'il devance son temps. Ce film, il fait en Ouais. 95. C'est fou. Hein. C'est assez fou. Aujourd'hui, on est victime de tous de Ah, mais cette il est toujours chaîne d'actualité. d'information, tu vois. Et puis c'était un des premiers films qui traitait de ces sujets-là. Il y Ouais. avait eu Rai, il y avait eu 2-3 films avant. Ouais, mais, franchement, Mais La haine, c'était vraiment la c'est un première fois. chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un vrai chef-d'œuvre du cinéma français. C'est un film, moi, qui m'a fait aimer le cinéma français. Puis après, j'ai découvert aussi Depardieu, Michel Serrault, Jacques Villeray. Non, mais je trouve que vraiment, on se rend pas compte en France le patrimoine d'acteurs et d'actrices, parce que je vais parler d'une actrice genre immense, mais je crois que les Américains ne l'auront jamais, c'est Simone Signoret. Ouais. Je découvre un film, L'Armée des Ombres, et je prends une telle claque. Alors, je sais plus, je suis en 98 ou 2001 ou un truc, mais une telle claque. C'est un film qu'il faut absolument voir entre Ventura et Signoret et qui montre à quel point il est dur de présager des choses et comment les notions de résistance, de guerre sont des choses très, très complexes. Bien sûr. Et je trouve que c'est un film vraiment à voir absolument. En tout cas, je découvre aussi beaucoup le cinéma français à cette Ok. période. Dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps. Non, ce qui m'amène, j'avoue, Van Damme, Rocky. Ouais, c'est le cinéma plus accessible dans un sens. Mais en fait, c'est la transition entre les deux. C'est comment les deux cohabitent qui est merveilleux. D'ailleurs, tu vois après des jeux qui se parlent entre eux. Je trouve que quand tu vois De Niro, quand tu vois Taxi Driver, pardon, mais tu vois, je vais devenir là aussi, je deviens fou. Mais je repense aussi à la console. On veut rester en 90, pardon. Vous fallait pas m'inviter, je suis désolé. C'est vraiment, Est-ce qu'on peut aller dans les années 2000 Oui, on peut. Mais on reparlera des années 90 dans les années. Oui, mais après, je vieillis. Après, c'est moins, tu vois. C'est moins sympa. C'est moins les sympa. années 2000, c'est cool quand même. Ouais, bien sûr. Allez, on va dans les années 2000. Bon, adieu les 90. Allez, voilà. on reviendra. On reviendra. Alors, on est dans les années 2000, Karim. Je sais que c'était difficile de quitter les années 90, mais on est dans les années 2000. Ouais, je suis encore dans les Là, années 90. Pardon, je vois l'impasse. Non, parce quand on parle de Scarface, il faut absolument voir l'impasse. Je trouve l'impasse un film sous-côté. On en parlait tout à l'heure. Tellement il est beau. comédie. Carlitos Way. Dans les années 2000, c'est quoi ta vie? Ça commence les petits jobs, Complètement. Je fais plein de petits boulots. J'ai un parcours scolaire un peu douteux. Ouais. Donc, Tu sais déjà un peu ce que tu veux faire de ta vie ou pas du tout? Je sais Tu que vivotes je veux ramener le bac Ok. chez moi. C'est une Ramener le bac à la question maison. de vie, de tranquillité de vie. Pour mes parents, voilà, C'était un peu le contrat. Je vais jusqu'au bac au moins. Ouais, j'ai c'était rempli plus ma. qu'un contrat, il n'y avait pas le choix. Ah. Il fallait aller au bac. Mais quand je dis ça, c'est que surtout je voyais mon père, il était manutentionnaire, il se levait très tôt, il souffrait beaucoup physiquement, parce que c'est un boulot qui à un moment est épuisant, passer un Bien certain sûr. âge. Et du coup, ça me tenait à cœur d'essayer de ramener un bac quel qu'il soit. Donc, j'avais des résultats en seconde plutôt corrects, mais j'étais un peu perturbateur D'accord. au lycée. Et du coup, ils m'ont proposé une voie que je ne connaissais pas. Ils m'ont dit, tu vas voir. Je me rappelle en ES, et ils m'ont ramené dans le bac STT, option ACC. Nous, on l'appelait le section tout-terrain, parce que c'était un peu un fourre-tout, c'est ça. action et communication commerciale. Ils Donc, mettaient plein de mots, on savait pas trop ce qu'ils voulaient faire. C'est bizarre. En fait, je comprends pas la cohérence du cours. On t'apprenait le matin à taper des lettres de secrétaire.
l'après-midi à faire du droit et après à vendre. C'était plein de demi-formations, mais à vendre des trucs. Dans ce parcours brillant, je me dis très vite que j'ai envie de travailler, donc je travaille en alternance chez France Télécom et je fais un BTS force de vente qui a changé de nom parce que force de vente, ils sont peut-être dit dans l'énoncé. C'est pas ouf. C'est pas fou. Il y a un truc sûr. de vente forcée c'est ça. qui racontait la vente à un autre. Le mot force, c'est pas ouf. De forceur, oui. En généralement, Exactement. t'as compris que surtout, c'est vraiment pas dingue. Donc, je crois que maintenant, ils appellent ça relation commerciale. Et à cette époque-là, j'ai lu que tu faisais du télémarketing et que tu faisais les répliques de Scarface. Oui, en fait, parce que ça te faisait chier de faire le script de base. Vraiment, c'est compliqué. C'est-à-dire que. Mais je l'ai fait, tu sais que j'ai fait ce taf. Mais c'est un taf qui est compliqué sur la durée, en fait. Bien sûr. Tu as l'impression d'être une machine, vraiment. Voilà, c'est-à-dire que quand je travaillais encore et moi, il y avait un truc sur la vente qui marchait moyennement, c'est que j'aimais pas trop carotter les gens. Ouais. C'était un truc... Vendeur honnête, t'avais du mal, ça marchait pas bien, quoi. Ça marchait, mais pas dans les objectifs, des fois, qu'on me fixait. Bien sûr. Parce que des fois, je me rappelle, par exemple, sur France Télécom, j'avais une vieille personne qui venait et qui avait besoin elle me dit, j'ai besoin de recevoir 2 appels, sinon je passe jamais l'appel, je lui vendais le mobile carte. On me dit, mais pourquoi tu vas pas vendre un abonnement Internet, un abonnement ceci, un abonnement cela? Bon, bref, c'était un peu, j'étais pas un vendeur si brillant. T'avais trop de scrupules pour... Je sais pas, en tout cas, c'est pas quelque chose qui était naturel pour toi. Qui était naturel, ouais, de vouloir vendre à tout prix les choses. Okay. Et donc, dans le télémarketing, on vend des choses très absurdes. Et des fois, on reçoit des appels. Moi, j'ai travaillé dans les deux sens. Et à un moment, je me rappelle en réception d'appels, le gars m'appelait, oui, bonjour, c'est pour l'ouverture de la ligne, nanana. Et au bout de 50 000 appels et de 3-4 mois, je délirais souvent. Et souvent, il avait le droit à, oh yeah, ça papaya, ça vous dirait un exprime avec mon ami et moi. Et là, allô, oui, pardon, nanana, et tout. Oh yeah. Et puis quand il m'énervait vraiment, je lui disais, gueule ta gueule au fond du cul et bip. Voilà. Et je me faisais virer. Donc, il y a des gens qui peuvent témoigner qu'ils ont eu, quand même eu Karim Leclou qui leur a fait des répliques de Scarface au téléphone, c'est fou. Oui, d'où Scarface, je pense qu'il a causé beaucoup de problèmes aux gens et il faut démystifier le film. Et c'est pour ça que quelques années, plus tard, quand j'ai fait Le Monde des tatouages et que Romain Gavras m'a proposé un film aussi d'un gars qui rêve d'une vie normale, ça me paraissait beaucoup plus réaliste que mes vidéos de 20 ans. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que j'aimais bien l'idée, justement, chez Romain Gavras, d'attaquer l'idée d'un personnage qui veut se barrer d'un film de gangster et de déconstruire le culte qu'on a fait dans notre génération à ce film-là. Et c'est pour ça que je reparlais de Carlitos Way, L'Impasse, qui me semble beaucoup plus juste sur ce milieu. Voilà. Et c'est vraiment... mais un film, mais en même temps, qui m'a posé des problèmes. Donc, à cette époque-là de ma vie, et j'aimais partir en vacances en Espagne. Et tu fantasmais cette vie, quoi. Oui, mais complètement. Et de façon totalement nulle. Ouais. Mais en même temps, je trouve que pour sortir du script du télémarketing oui, bonjour, je vous écoute, de tout d'un coup oh yeah, ça papaya. Je trouvais ça plus sympa. T'accrochais les gens. Ouais, je trouvais ça plus sympa, mais manifestement, les divers managers que j'ai eus étaient un peu en doute sur ces méthodes. Sur ces je méthodes. peux le comprendre. Moi aussi. Et c'est là que tu termines au cours Florent. Ouais, alors avant ça, à un moment, c'est que en fait, je fais des grosses journées, j'enchaîne vraiment souvent en télémarketing et je fais plein de petits boulots parce que donc je finis mes études, je fais j'ai le BTS, je fais une licence pro en ressources humaines. Je vois à quel point la ressource humaine est une notion beaucoup plus complexe que ce que j'avais imaginé. Moi, j'étais dans la phase très heureuse, celle du recrutement, et finalement, il y a une phase très technique qui me correspond un peu moins. Puis je fais plein de boulot. Ouais. Et le seul truc que j'aime, c'est aller au cinéma. Ok. Ça me libère la tête avec les matchs de foot. Ouais, mais vraiment, si vous faites 8-10 heures de télémarketing, c'est compliqué. Ouais. Et à la fin, j'allais au cinéma, etc. Et à un moment, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien essayer d'être acteur. Mais pour m'amuser, pas pour faire ça, d'en faire un métier, juste pour essayer de... Donc c'est comme ça, c'est sur un truc de... pourquoi pas. Ça serait pas pour être cool d'être acteur. Et donc, tu sais quoi tu fais. En fait, j'avais juste envie d'essayer de passer un temps qui m'est agréable. Ouais. Mais tu voyais ça limite presque comme un truc de loisir. Complètement. Mais je le vois toujours comme en vrai, si je suis pas un menteur, je le vois toujours comme un truc de loisir et très agréable. Et donc tu t'inscris au cours Florent, donc tu fais quand même, tu vas là où c'est quand même c'est de la formation. Tu prends ça de manière un peu scolaire, quoi. Ouais, complet. Pardon, parce que je repense à Scarface. Et c'est là où vraiment la première fois que quelqu'un me dit c'est nul. Ils me disent vous pouvez faire une scène libre, etc. Et moi, je crois que j'ai assuré. Tu crois que ça tue? Je crois que ça tue. Et je fais le Scarface avec la version, bien sûr, française, qui imite une voix cubaine. Bien sûr. Donc, complètement dégueulasse, à souhait. Et là, j'ai un prof qui me dit, bah non, c'était complètement nul. Mais bon,
Mais t'es ouvert à ce moment-là à apprendre à la critique, à remettre en cause un peu tes acquis. Complètement, j'en ai aucun. J'ai conscience d'avoir aucun acquis. Je me dis juste, tout d'un coup, voilà un temps d'amusement dans ces journées un peu pénibles qui commencent très tôt. Donc je continue à bosser, et sauf que à la fin de ma journée, à 19h, je vais en cours du soir jusqu'à 22h30, je rentre chez moi, il est minuit, et c'est des grosses journées. En gros, je me lève à 6h, je rentre chez moi, il est minuit, 1h, et c'est rebelote. Mais il y a un truc où je trouve que pour la première fois, le temps est passionnant. Et ouais, bien sûr. Et quand le temps... T'as trouvé un truc qui fait que... Ouais, je retombe en enfance, en fait. Tu rejoues, quoi. Je rejoue. Et à quel moment ça devient concret de te dire, il y a peut-être un truc vraiment à faire? Ça fait tilt assez vite ou... Non, ça fait... Je suis un élève pas doué du tout. Laborieux, je rencontre une prof qui est Hélène Marty, qui me fait beaucoup de bien et qui me dit justement de prendre les choses avec légèreté et de s'amuser. Et à partir de là, je crois qu'il y a un premier plateau que je rencontre qui est le plateau d'un prophète, où j'ai un petit rôle avec mon pote qui est avec moi en cours, qui était à Lomézy, à qui je dois beaucoup parce que vous devez de beaucoup aux autres dans ce métier. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais aussi de chance. Ouais, bien sûr. Et je tiens à saluer ça. C'est que ça. Cette belle personne que j'ai la chance de... Donc la première fois que tu es à l'écran, c'est dans un prophète. Ouais, c'est en tout cas... où je sens vraiment ce rapport à quelque chose d'étrange, où je me dis c'est génial. C'est génial, je vois les autres comédiens travailler, je me dis c'est un métier en fait que j'ai envie de faire. Et je comprends pas exactement pourquoi, si ce n'est qu'avant j'étais dans un fantasme, mais là, le fait de concrétiser sur ce plateau-là, alors que j'ai un tout petit rôle, quelque chose, je me dis... c'est un temps qui passe trop vite, et c'est un temps passionnant, où, comme dans le sport, j'ai l'impression que c'est un tout petit temps, mais qui est très important. Et que c'est un temps privilégié, du coup. Et j'y prends un tel plaisir que, après, je cherche à avoir un agent. Et d'agent, je commence à passer des castings. Et de casting, j'ai la chance de travailler. Mais je crois que c'est un métier ou une passion. Et c'est pour ça que quand on parlait du jeu, le fait d'être acteur, ça renvoie forcément à un truc chez moi, d'enfance et de gamin. C'est l'enfance c'est l'enfant que tu dois... Mais comme quand tu regardes les joueurs de foot jouer, tu peux pas t'empêcher de voir oui, mais en fait, 2 enfants jouer autour d'un ballon et kiffer. Et puis, il y a un truc de convention des fois où on nous fait croire qu'on doit oublier cette part d'enfance ou tout ça. Mais bon, c'est de la connerie. Faut jamais tuer l'enfant. Ok, Karim, on va se faire une petite interview baguette magique. Si t'avais une baguette magique et tu peux jouer dans le rôle culte que tu veux, tu reviens et c'est toi qui joues. Quel film tu te dis j'aurais aimé le jouer? Si je peux répondre sincèrement. Aucun, quand je trouve que c'est un film culte. Il y en a aucun où tu te dis putain le kiff quand même de te dire j'aurais été dirigé par lui, je joue ce rôle. Non, parce que j'aime trop les acteurs et tu veux pas y toucher. Je veux jamais toucher au travail des autres quand ils sont bien faits. Et il y a aucun rôle où tu t'es dit j'aurais pu le jouer. Là aussi, non, très rapidement, je me projette pas. Je me projette pas sur le. Tu restes spectateur quoi. Ouais, et puis je trouve que j'aime les acteurs et les actrices pour ça. J'ai du mal à me projeter sur l'idée de leur voler ou de leur prendre quelque chose qui n'est pas... Tu veux le laisser, pas tu veux rester. Ouais. Ok, donc il n'y a aucun rôle que... Non. Si tu pouvais enlever un de tes films? Aucun. Tous, il n'y en a aucun que tu regrettes? Aucun, il y a des choses peut-être qui sont pas bien, des choses douteuses, j'en sais rien, mais je me dis ça m'appartient et je trouve que si un parcours n'était fait que de belles et bonnes choses, ce serait chiant. Voilà, donc j'assume tout. C'est super mental. Si tu pouvais jouer pour le réalisateur ou la réalisatrice que tu veux, même sur des anciens qui peuvent être morts ou des actuels, qui tu veux. Francis Ford Coppola, j'aimerais bien quand même. Si tu pouvais donner la réplique justement à l'acteur ou l'actrice que tu veux, à qui t'as jamais tourné? Vivant ou pas vivant? Tout. Simone Signoret. Ah ouais. Un kiff. Ah ouais, total. Malheur total. Parce que là, il y a tout. C'est... Pour toi, c'est la meilleure actrice ouais, de tous les temps. Je trouve que... Ouais, parce qu'il y a quelque chose de fabuleux chez elle. Je trouve que, d'ailleurs, je trouve que c'est une grande meuf, parce que je trouve qu'elle a... Même sa position en tant que femme, d'accepter de vieillir au cinéma, de le jouer, de pas le minauder, de tout envoyer. C'est dur aujourd'hui. C'est hyper dur. Et elle a déjà imposé ça à une époque où j'imagine que c'était encore plus dur. Encore plus dur, Et je trouve que c'est une reine. Vraiment,
Je trouve que le jeu est Simone Signoret. Voilà, j'aurais voulu être Simone Signoret. Et ben ça, c'est beau. Et si tu pouvais remporter le prix que tu veux? La Coupe du Monde. Je vais pas te mentir. Donc, plus qu'un Oscar, plus que tout, c'est la Je vais te dire un truc bizarre. Là aussi, le prix de cinéma qui m'a fait le plus plaisir d'un film auquel j'ai participé, c'est sur Vincent doit mourir, qui est un film de fight où il se passe plein de choses, mais c'est un film qui concerne Suzy. Qui est Suzy? C'est une petite staffie qui a gagné à la Palme d'Or le prix de... J'ai un staffie. Ben voilà, elle a gagné le prix de l'incroyable performance canine. Ah. Et comme j'étais son partenaire, j'étais très fier qu'elle gagne ce prix. En fait, je trouve qu'on fait ce film des films pour raconter des histoires. C'est super cool quand il y a... Et c'est toujours... une reconnaissance qui fait plaisir. Je suis pas là à bouder ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire par là, ce qui compte pour moi dans ce métier, c'est de raconter des histoires. Bien sûr. Et comment on les raconte. C'est quelque chose qui me plaît. Voilà, et puis quand il y a plein de cinéastes, le cinéma anglais, c'est un cinéma où je rêverais de travailler. Ouais. J'ai eu de la chance de travailler en Belgique avec des cinéastes belges. Voilà, le mec qui répond même plus aux questions, qui se balade, ça devient n'importe quoi. J'essaie de me tenir. Non, mais c'est bien, c'est trop bien. Et donc du coup, ouais, c'est... Donc tu restes quand même dans ce truc-là de l'enfant qui aurait aimé être footballeur et gagner la Coupe du Monde, quoi. Mais non, mais parce que tous les 4 ans, je redeviens un gosse. Ouais. C'est le truc, le cinéma, c'est une passion. Mais je crois que ce qui me fait retomber en enfance de façon ultime, c'est tous les 4 ans, c'est la Coupe du Monde. Tu redeviens le petit garçon dans sa tête. Ouais, parce que... Qui a séché les cours pour... oui, voilà, pour regarder son match. Je me rappelle de tellement de choses, d'émotions ultimes en Coupe du Monde. Je me souviens du Cameroun 90. Cameroun 90, Roger Mila. Roger Mila. Je me souviens de l'Angleterre, de Paul Gascoigne en 90, qui élimine. C'est quand même 2 artistes fabuleux. Et je trouve que c'est des confrontations titanesques et que les manifestations de joie qu'elles provoquent sont tellement rares aujourd'hui. Non, puis la dernière finale de Coupe du Monde, c'est ça. Puis on a tellement des manifestations, des fois de haine, de gens qui s'opposent les uns contre les autres, que des fois le football encore... Fait du bien. Et encore vecteur de ça. Ouais, encore vecteur, même si ça peut paraître un peu débile, mais je trouve que c'est des émotions qui font du bien. Puis c'est vrai qu'il y a peu de choses dans la vie qui nous font autant gueuler, autant pleurer, autant... Ouais, c'est encore une des rares zones de liberté. Et je trouve que il y a des équipes auxquelles on s'attend jamais dans les Coupes du Monde. Il y a des choses. Moi, il y a des noms que je n'ai jamais vu jouer. Garincha, ça, j'aurais rêvé de le voir jouer. Bien sûr. Je vois quand on parle souvent de. Je vois le but les passes D en 70 de Pelé. Il y a des choses qui m'ont dingue dans le football. Eusebio, tout ça. Oui, voilà. Le football je crois que si un jour j'aurais pu participer même de là, mais je renonce pas, hein, sur Football Manager, parce qu'il faut parler de Football Manager. Si on doit parler des 90-2000. On est en 2000, là. Hein. Là, on est en 2000. Ouais. Donc, Football Manager, c'est très grave. Ah, c'est très grave. C'est très, très grave. Vraiment, tous les gens là qui sont dans Football Manager, on sait. On sait comment, socialement, c'est dur. C'est problématique. Dans ta vie personnelle, c'est problématique. Et puis, à un moment, tu deviens en confusion. Ce qui m'arrive jamais en tant qu'acteur. Tu crées une double... Tu vois, en tant qu'acteur, je fais un rôle, hop. Tu sors, tu rentres chez toi, t'es redevenu toi. Ouais, complètement. Alors, j'ai pas aucun... Oui, je suis troublé. Ouais. Non, pas du tout. Par contre, sur Football Manager... Ouais. T'as loupé un transfert, t'as une défaite. Non, mais je me suis déjà surpris en conférence de presse à me dire, tiens, je réponds ça. Ok, et vraiment à y croire, à me noter des compositions d'équipe. D'ailleurs, c'est un truc que je m'interdis en tant qu'acteur. C'est Football Manager. C'est-à-dire que dès que je suis en tournage... Sur les plateaux, tu fais pas. Non, mais même pas sur les plateaux. Je supprime le jeu. Ah ouais. Mais je le réinstalle comme un drogué. Dès que t'as fini, ouais. Tous les ans. Voilà. Est-ce que ça te dit qu'on retourne dans le temps présent? Bah oui. On est obligé à un moment donné. C'est comme tout. C'est comme la fin des vacances. Bah voilà, allez. C'est cool, mais allez, on y retourne. Alors, on est arrivé aujourd'hui, Karim. C'est bon, on y est. C'est quoi ta vie aujourd'hui, Karim? Est-ce que t'es là où, enfant, tu te dis que t'aurais aimé être aujourd'hui? Alors, je me demandais pas où j'allais être enfant. Je vivais le moment présent et je crois que j'essaie de toujours... d'essayer de le vivre déjà comme ça. Non, je suis chanceux, privilégié. Et je pense qu'on a beaucoup de chance déjà d'être en bonne santé, de se raconter des anecdotes parfois futiles. Voilà, je trouve qu'à l'échelle du monde, on est quand même très chanceux et très heureux. Donc j'aurais la décence de dire que j'ai beaucoup de chance d'avoir grandi dans ce confort. T'es là pour un film qui s'appelle Vincent doit mourir, qui a un pitch qui est assez ouf et qui a un genre cinématographique qui est pas tant... exploiter ça. T'as déjà fait des films dans ce type-là, un peu des dystopies un peu poussées au paroxysme comme ça? Non, en fait,
J'avais fait un film qui mélangeait les genres que moi que j'aimais beaucoup, qui était Le Monde est à toi. Oui, bien sûr. Mais de Romain Gavras. Et là, donc Vincent doit mourir, c'est un film de Stéphane Castan. C'est quand même l'histoire d'un gars que tout le monde veut tuer, mais personne ne sait pourquoi. Le pitch est fou. Et il va rencontrer, donc d'abord ça va commencer dans son entreprise, puis dans la ville, puis il va fuir, il va aller en campagne, mais les emmerdes, plus il va se barrer, plus ils vont grandir, et surtout il va tomber amoureux d'une... Dans tout ça, il arrive à tomber amoureux. Ouais, oui, heureusement encore qu'il a cette du chaos naît toujours... Oui, un peu d'espoir. Et en fait, c'est ma première comédie romantique remplie de pain et d'amour. Voilà. Ouais. Et j'aimais bien ce mélange des genres. Et je trouvais pour toi, c'est une comédie romantique. Ouais, parce que c'est une histoire d'amour dans un monde violent. Ouais. Donc... assez réaliste, finalement. Assez réaliste. Moi, j'ai du mal avec les comédies romantiques. Ouais, où le monde n'existe pas. Où le monde n'existe pas, où il y a un meilleur ami que t'appelles à 4h du matin et qui décroche d'une voix complètement nette et qui te dit « je t'écoute ». Moi, si j'appelle mon pote à 4h du matin, il me dit « tu me rappelles dans 5h ». Je t'aime demain, laisse-moi voilà, laisse-moi. Et j'aimais beaucoup le film parce qu'il présentait un mélange des genres, parce qu'il présente tous les types de violence et la façon de filmer la violence qu'on voit assez rarement, la violence sale, quotidienne. Pas chorégraphiée, quoi. Pas chorégraphiée. C'est un film où on aurait pu le faire avec Jason Statham, on l'a fait avec Jason. Voilà, Jason Statham. Voilà, c'était plus Jason Statham, c'est exactement ça. Mais ouais, c'est ce côté brut, très proche de la réalité et pas enjoliver la violence comme on le fait souvent. Ouais, je trouvais que c'est une vraie démarche politique de pas esthétiser la violence, qu'il y avait quelque chose justement sur le rapport aux choses qui change aussi de l'enfant à l'adulte. Il y a aussi un regard où à un moment, effectivement, quand je parlais de Dragon Ball Z, des trucs où la violence ken le survivant de l'enfer. Bien sûr. Et tout ça, c'est des choses qui te remuent quand t'es petit. Je me rappelle les films de Bruce Lee, c'était... les films de Bruce Lee, moi, c'est mon père qui me les montrait et c'était... Moi, c'était à la cour de récréation. Et derrière, tu reprenais, c'était fou. Hein. C'était taré. Bref, je sais même plus où je suis allé. Non, mais c'est pour dire... Non, sur ce film Mais de montrer la violence, en fait. De montrer la violence avec l'accès, les accès aussi un peu de nullité, d'absurdité, parce que c'est un film drôle. À des moments, il utilise le burlesque. Ouais. Moi, c'est des choses que j'aime bien, et de pas montrer toujours... que c'est fun de tuer des gens et que c'est facile. Bien sûr. Et là, il y avait quelque chose de... Effectivement, il y a beaucoup de scènes qui prêtent à réflexion. Et puis, il y a une histoire d'amour, là aussi, que je trouve assez jolie, puisque c'est quand même une histoire d'amour avec des menottes, mais pourtant, on parle de tendresse et c'est pas un truc SM, donc ça m'allait bien. Voilà. Mais comme quoi, tout est possible, quoi. Et dans la suite, justement, t'as envie de continuer à explorer des genres comme ça que t'as pas forcément fait dans ta carrière? Ouais, j'adore, en fait, dans le métier d'acteur, il y a quelque chose d'assez passionnant, c'est que dans une vie, on en a plein. Donc, si je veux, je peux retourner en 90. Voilà. Ça, c'est beau. Enfin, si je veux. Il faut que d'autres gens le veuillent aussi, mais c'est quand même assez chouette. Et, on peut voyager dans le temps, on peut voyager dans les époques, d'explorer toutes les dimensions et toutes les couches sociales possibles. Et tous les genres sont intéressants. L'important pour moi, c'est qu'est-ce qu'on raconte et comment c'est raconté. Ouais, bien sûr. Et ça, j'aime bien. Voilà, j'aime bien l'idée de faire des choses différentes et de pas me répéter. Et c'est un truc qui me fait passer des journées très agréables dans le sens où ça me passionne. Ouais. J'ai envie de faire ce métier pour cette idée-là, d'incarner en fait. Ouais. D'incarner, d'interroger. Et j'aime bien en plus que le cinéma interroge et il apporte pas forcément une morale ou des réponses. Parce que je trouve que pour passer des messages, la poste, c'est mieux que le cinéma. Ça reste plus efficace. Et voilà, c'est plus interroger une époque, interroger une société, et je trouve que le film interroge quelque chose. Décaler les lignes un peu. Ouais. Et tourner, justement, tu parlais du cinéma anglais tout à l'heure, c'est des choses que tu aimerais bien, tourner à l'étranger? J'ai déjà tourné pas mal en Belgique. Ouais. J'ai fait pas mal de films belges. J'ai eu l'occasion de tourner aussi à Taïwan. Je viens de jouer dans un film taïwanais. Et alors, qu'est-ce qui change? C'est magnifique. Vous avez accès à de nouveaux décors, une nouvelle culture, des gens aussi différents. Et du coup, je trouve que c'est des codes de jeu différents et que vous devez vous adapter. Dans la façon de travailler le cinéma, c'est différent. T'as senti qu'il y a quelque chose où c'est pas exact. Il y a une école peut-être à la française. Est-ce que c'est différent? Non, c'est une rencontre. Ouais, il y a forcément, mais c'est plus des codes culturels qui sont différents. Ouais. Mais en fait, c'est comment s'adapter, comment travailler ensemble qui en devient une question intéressante. Je travaille sur pas mal de projets où il y avait quand même des dimensions internationales. Sur Vincent doit mourir, l'équipe de maquilleurs, c'était toi qui parlais de Peter Pan. Là, c'est les gens qui ont fait le labyrinthe de Pan. Ah ouais. Et du coup, c'était ce mélange. En fait, moi, j'aime beaucoup le mélange des équipes. J'aime beaucoup que ça se
de profiter des compétences de chacun et des visions de chacun. Et c'est vrai que d'aller tourner à Taïwan avec un réalisateur français qui est Rachid Ami, parce qu'on avait fait un film qui s'appelait Pour la France, et on a fait, du coup, un film, on a participé à Tales of Taipei, et c'était assez chouette. Trop cool. Et réaliser, c'est un truc qui pourrait t'attirer? Non, j'aime beaucoup l'écriture, Ouais. mais quand je parle d'écriture, c'est plus pour échanger avec les réals, et j'aime beaucoup pour incarner, toucher à l'écriture. Je trouve que la capacité de toucher à l'écriture, c'est aussi de s'approprier le rôle. Donc pour moi, c'est quelque chose d'hyper important d'avoir un droit de regard et un droit de discussion avec un réal ou une réale sur le scénario. Mais je trouve que raconter par le cadre, c'est une vraie compétence que j'ai pas. Bien sûr. Et du coup, j'en ai pas cette... je sais pas, cette aspérité. Il y a pas quelque chose chez moi qui... Ça n'arrivait pas à quelque chose chez toi, tu préfères non, incarner? Ouais, je me sens plus à ma place. Légitime d'incarner, ouais. Ouais, légitime, non. Parce que c'est ça qui est assez étrange. Tu te sens toujours pas légitime? Non, mais je trouve que c'est ça qui est marrant dans le staff aussi d'acteurs. Il y a un truc d'escroc. Ouais. Je veux dire, vous avez eu une grande émotion. Ils ont toujours pas capté la carotte, je continue, quoi. Oui, déjà, on peut vivre, effectivement. C'est un peu la question, des fois, on se la pose. Et puis, il y a un truc que j'aime bien, c'est, vous allez faire une grande scène de drame, tac, coupé, et puis là, vous allez prendre un petit café allongé. Vous allez discuter avec votre... c'est ça, c'est mentir. Est-ce que jouer, c'est mentir? Enfin, acter, c'est mentir. C'est en tout cas... Oui et non. C'est faire croire à quelque chose qui n'existe pas, quoi. Ouais. En même temps, moi, j'y crois quand je joue. En tout cas, j'essaye au max d'y croire. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce métier. C'est jouer. C'est justement le retomber en enfance. C'est ce pouvoir de croyance dans le jeu. Et ça rend moins con. Ouais. Voilà, je trouve que c'est un métier qui rend moins con. Parce qu'on a la possibilité justement de découvrir l'autre, des métiers qu'on connaît pas, des univers qu'on connaît pas, des époques qu'on connaît pas, et du coup de s'intéresser à des choses. Et je trouve que c'est comme s'enrichir intellectuellement sur l'idée d'apprendre, mais différemment, d'apprendre avec passion, non plus comme un programme forcé. Bien sûr. Et c'est un peu plus dur de quitter aujourd'hui un plateau de tournage et de s'enfuir pour regarder un match de foot, mais bon, ça dépend. Après, moi, maintenant, il y a les mobiles, tu peux regarder en cachette. Oui, je sais bien. Je sais bien. Je sais pas si t'as vu le film Mélancolia de Lars von Trier. Non. C'est un film que j'aime beaucoup parce que ça traite de la fin du monde, mais à échelle juste d'une famille, vraiment dans un film très intime. C'est avec Kirsten Dunst et Charles Gainsbourg. Et je trouve ça, pour un film de fin du monde, je trouve ça hyper intéressant de pas du tout être dans le film catastrophe. C'est un peu l'anti-Armageddon, tu vois. Et justement, ça traite du fait que il y a une exoplanète qui va rentrer en collision avec la nôtre et qui reste 24 heures aux humains à vivre. Ouais. Et on voit dans une famille, avec tous ces problèmes, etc., comment ils décident de gérer leurs dernières 24 heures. Est-ce que tu les passes ensemble, etc. Ouais. Je te propose de faire une interview dernière fois. Je sais bien ce que je pressentais. Tu veux me mettre dans la tombe. Ouais, c'est après. On va 80, 90, 2000. Bon, allez, maintenant. C'est le dernier jour sur Terre. Okay. On va jusqu'au bout. Ok. Si tu devais manger un dernier plat, wow, ça serait quoi le dernier plat où tu te dis, voilà. Le dernier plat. Tu te fais un plat hyper luxe, machin, ou tu te fais un truc de malbouffe. Steak frites. Tu te pètes le ventre. Steak frites. Tu te fais kiffer. Ah, mais un steak, mais indécent. Ouais. Je ramène la vache. Directement, pardon. Il y a les vegans qui viennent de tomber dans les vapes. Pardon, mais... Mais tu te fais un truc sans aucun remords, sans aucun... Bah. Non, je me dis c'est la dernière fois. Ouais. Si tu devais écouter une dernière chanson. Ces gens-là, Jacques Brel. C'est magnifique. Je trouve que c'est l'une des plus grandes chansons sur les classes populaires. Ouais. C'est magnifique. Si tu devais regarder une dernière série, parce que souvent les séries, on est déçus par la fin, laquelle, si tu pouvais la regarder... une qui m'interroge beaucoup, Twin Peaks. Twin Peaks. Ouais, je l'ai vu petit quand elle passait sur la 5, c'était assez flippant. Ouais. Et il y a un truc chez Lynch, je sais en plus qu'il a un rapport à la série qui est compliqué. Ouais. Mais elle me fascine. Si tu devais regarder un dernier match, un seul. Wow. France-Brésil 2006. Ah ouais? Ouais, pour Zidane. C'est son meilleur match? Mon Dieu. Est-ce que c'est le meilleur match de Zidane? Ah oui.
Il avait été mis à la retraite par Aragonès avant et puis là, il joue sa masterclass. C'est masterclass et en plus, il y a des joueurs en face. Hein. C'est une équipe du Brésil qui est extraordinaire. Parce que quand tu regardes France-Brésil 98, il fait pas un match de ouf. Il met 2 buts, mais il est pas... Oh non, il fait pas un match de fou. Il permet juste à la France de gagner la Coupe du Monde. Il met à doubler. Par rapport à... Il fait des passes. Excuse-moi, c'est plus nos attaquants qui bégayent un peu. Non, je suis d'accord. Mais c'est pas son plus grand match. Non, mais en fait, faut rendre hommage à un autre joueur dont on parle très peu, c'est Youri Djorkaeff. Youri Djorkaeff, bien sûr. Qui a toujours été dans l'ombre. Non, je trouve qu'ils ont été toujours des super coéquipiers. Ouais, mais il a été dans l'ombre de Zidane beaucoup. Il était à côté du génie, quoi. Alors qu'à l'Inter, à l'Inter, il était dans l'ombre de Des fois, Ronaldo. d'être à côté, je trouve ça bien. Ouais. C'était le Robin, quoi. Ouais, c'était le Robin de Batman. Ouais, c'est que c'est plus que Batman. Pour moi, c'est plus fort que Batman, Superman, c'est Zidane. C'est plus fort. Ah ouais, c'est plus fort. Si tu pouvais dire un dernier merci. À mes parents. Faire une dernière folie. Un truc qu'on se permet jamais de faire et là, c'est le dernier jour. Il n'y a rien derrière, il n'y a plus d'enjeu. D'essayer de dire je t'aime à des gens à qui je ne l'ai pas assez dit. Ouais. Dire un dernier mot. Salut. Et la dernière pensée sur laquelle tu voudrais partir. Ma famille. Et on a une séquence qui s'appelle la séquence découverte où je vais essayer de te faire découvrir une œuvre si tu la connais pas. D'accord. Dans la séquence découverte, j'aimerais bien te faire découvrir le manga Berserk. D'accord. Je sais pas si tu connais. Non, si je le connais pas. Déjà entendu parler. Qui est édité chez Glénat. Alors tu me parlais tout à l'heure de Ken le Survivant, c'est un peu dans la lignée. Okay. C'est par le mangaka regretté Miura qui est parti en 2021. Et c'est un seinen. Je sais pas si tu vois la différence entre un shonen et un seinen. Non, pardon. Seinen, c'est comme un shonen mais pour adultes. Et un shonen du coup parce que... C'est pour ados. Ok. Donc par exemple Dragon Ball c'est beaucoup plus ado et tu vois Dragon Ball Z tu le situes comment? Ah, c'est shonen, c'est toujours shonen. Les seinen, c'est vraiment beaucoup plus violent. Type, Ken le Survivant était un seinen. Okay. Tu vois, où tu avais vraiment des corps éclatés, des problématiques beaucoup plus graves. Et là, c'est un pitch qui ressemble un petit peu à celui de Ken le Survivant, sauf que ça se passe dans l'époque médiévale en Europe. Et tu suis un guerrier solitaire qui a une histoire familiale un peu tragique. Et tu le suis un petit peu dans ses aventures. Je pose une question, mais du coup, ça épouse une réalité historique ou pas du tout? Non, c'est très héroïque fantasy. Ça se passe quand même en Europe. Et le dessin est incroyable. C'est un des meilleurs illustrateurs, Miura, pour moi. Les dessins sont fous. Et le scénario est incroyable. Mais du coup, tu me le donnes? Mais oui, avec plaisir. Ah, c'est gentil. Le mec, il a peut-être accès à un bouquin en direct. C'est gentil. Merci. Franchement, je te conseille, avec les rêves que tu m'as donnés, c'est quelque chose où j'ai l'impression que ça pourrait te parler. Et les scénarios, les scènes d'action, c'est justement, tous les curseurs de ce manga sont poussés au max, c'est-à-dire l'émotion, l'amour, l'amitié, la violence. Tout est poussé au max. Tout est extrapolé, en fait. Ouais, mais c'est toujours ce qui est intéressant, je trouvais, parce que quand on parlait, par exemple, moi, de Ken le Survivant de l'Enfer, des Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball Z, moi, je trouvais que c'était la dimension monstrueuse de l'être humain qui était montrée. C'était fou de la montrer à des gosses, que je trouvais passionnante. Ah oui, c'est que ça. Mais tu regardes, ce qu'on disait. On a tout ça en nous, hein. Le côté sadique, le côté non, mais même, tu sais, l'esprit qui peut dérailler. Ouais. Il faut jamais penser qu'on est meilleur qu'un autre sur ça. D'ailleurs, les temps actuels le montrent souvent, mais c'est que du coup, je trouve que c'est... moi, quand je repensais à ces références-là, je trouve que je suis content de les avoir vues. Ouais. Parce que je trouve que ça abordait beaucoup de sujets, mine de rien. Ouais, mais même aujourd'hui, je trouve que ça fait pour l'éducation, en tout cas, des enfants et tout, les mangas, c'est... C'est super. Attends, Dragon Ball Z. C'est incroyable. C'est incroyable. One Piece, t'as pas du tout... non, je suis vraiment de la génération... Moi, t'es la génération d'avant. Et puis, c'est tellement long, One Piece, qu'il y en a beaucoup qui veulent pas s'y mettre parce qu'ils se disent... Parce que One Piece, alors, dans une œuvre qui est pas du tout sur la violence et tout, mais par contre, sur les problématiques actuelles, c'est énormément d'actualité. C'est que des métaphores de notre société actuelle. Au niveau des classes sociales, etc. Après, franchement, c'est ça, c'est que le cinéma aussi, ça prend du temps. Ah oui, bien sûr. Non, mais regardez. Ah bah oui. Il faut voir Ken Loach. Moi, je conseille de voir Ken Loach. Donc, il faut voir tous ses films, sa filmographie. Il faut voir We Are For Lions. Parce qu'on parlait du cinéma, c'est mes recommandations avec Richard. C'est très bien. Et pour terminer, la tradition, c'est que je te fais un cadeau. Ah, j'ai cru que t'allais me mettre une tarte. Je suis une patate. Mais c'est mon cadeau. Un pain.
Donc je te rends celui-là. Non, je mais n'est pas un cadeau. Moi, je l'ai vraiment pris en me disant super, je vais le découvrir. Et ben, je t'en fais cadeau. Bon, Ça me fait plaisir. Je repars avec 2 cadeaux. Waouh. Je sais pas si tu l'avais en DVD. Non. Do the Right Thing de Spike Lee, si tu peux le montrer à la cam. Ouais. Qui est un des films qui t'a le plus marqué, enfin. Ouais, parce que Génie Spike Lee. Je l'ai vu très jeune. Et je trouve que c'est un très grand film. C'est la première fois que je voyais un film à dimension politique. Ouais. Et je l'ai vu, je crois que j'avais 9 ans ou 10 ans, tu vois. Et j'étais pas en mesure d'analyser et de me dire pourquoi. Puis je trouve que c'est un film qui reflète merveilleusement la réalité et la beauté des quartiers populaires. Je trouve que c'est un film qui interroge sur le déraillement de la violence. Voilà, qui part d'un rien. Et c'est un Spike Lee, surtout à cette époque, qui est très nuancé. Ouais. Je trouve que c'est pas encore forcément un Spike Lee militant, mais un Spike Lee nuancé. Et je trouve que il y a un acteur de génie. Alors, vraiment, si vous aimez le cinéma, il faut absolument le voir pour ça, John Turturro. Il faut voir toute son œuvre parce que dans Transformers, il est génial et dans Do the Right Thing, il est génial, il est toujours génial. Dans Night Of, très sous-coté et très peu cité. Ah, j'adore John Turturro. Ça, c'est des acteurs où vous les regardez avec admiration tellement c'est dingue. C'est l'éternel de second rôle, un peu, John Turturro. Ouais, mais quand il est là, il n'y a plus de premier ou second, il y a des scènes, en fait. C'est ça qui est joli dans le cinéma. Quand on parlait de grands acteurs, etc., le cinéma français aussi, waouh. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'il y a tout un discours sur le cinéma français, mais il faut voir les films, il faut voir les acteurs, le patrimoine d'acteurs qu'on a. Bien sûr. C'est complètement dingue. Et puis, il y a une jeune génération, il y a des gens formidables. Il y a des gens comme Taraïm, Reda Kateb, qui sont de ma génération et tout, que je regarde travailler à l'image. Et waouh, je me dis, ils envoient. Et c'est vrai, ça te challenge. Non, il n'y a pas de... En fait, moi, j'aime partager en plus. C'est même pas... du kiff, ouais. Ouais, tu sais quoi, je pense que dans ce métier, le vrai truc, c'est avec toi-même. Bien sûr. C'est un métier qui se partage. Si tu regardes ça contre les autres, etc., c'est une mentalité que je supporte plus. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'on apprend constamment. Ouais, surtout, c'est un métier qui se partage. Ça veut dire que pour moi, un grand film, c'est un métier où il y a des grands second rôles. Souvent, les films sont bien parce qu'il y a toute une galerie de personnages. Il y a des grands acteurs, mais il y en a de partout. C'est une époque formidable de voir Magimel jouer en ce moment. C'est fou. Je le trouve vraiment dingue. Swan Arlo. Moi, j'ai eu la chance de jouer, qui est un acteur merveilleux. Voilà, il y a des actrices qui sont tout aussi dingues. Et je trouve que le cinéma français d'hier et même aujourd'hui, je trouve qu'il est très, très vivace et qu'il faut regarder les films. Il ne faut pas avoir de discours préétabli, il faut regarder. Ouais. Et qu'on a un cinéma encore en vie, quoi, qui bouge un peu. T'as le temps, toi, d'aller encore au cinéma, voir les films, etc. Ouais, j'aime bien... J'aime bien y aller. Quand je suis pas en tournage, j'essaie d'y aller un max. Tu vas physiquement, t'es pas... Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui perdent un peu ce réflexe avec les plateformes, etc. C'est pas la même concentration, bien sûr, quand on regarde un film. Et puis même, c'est pas la même attention que t'as donnée au film, quoi. Ouais, mais complètement, parce que la démarche d'aller voir un film... Oui, puis il y a un truc où... Je sais pas, tu coupes ton portable, tu regardes... Tu sais, il y a un temps que tu prends pour toi et le film. Ta soirée est consacrée à ce film. Ouais, c'est pas, tu vas aux toilettes, il y a ton pote qui t'appelle. Tiens, si j'allais bouffer un truc, ce dernier truc qui traînait dans le frigo, si j'allais me le faire, tout ça. Ouais, du coup, c'est pas totalement même... dedans. Ouais, je trouve que c'est magique le cinéma. Puis c'est une expérience collective. Et les vertus du collectif, je crois que c'est encore quelque chose d'assez joli. Parce que c'est quelque chose qui se perd un peu, le cinéma. Tu penses que c'est un modèle qui va rester, le cinéma physique comme ça ou Je l'espère profondément. Je trouve que c'est fantastique d'aller dans une salle de cinéma. Et de partager avec des gens que tu connais pas un film et rigoler. Et j'espère que ça restera un art populaire. C'est-à-dire un art accessible. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un prix de place où à un moment, il ne faut plus augmenter. Ouais. Faut arrêter. Ça devient compliqué, ouais. Ouais. Eh ben, je te remercie, Karim. Eh ben, je te remercie. C'était un vrai kiff. Oui, moi aussi, j'ai pu... avoir un sentiment de jeunesse, mais comme tu m'as ramené dans la thématique la dernière fois, écoute, à la prochaine. Ouais, on a voyagé. Ouais, voilà. On a voyagé, si tu veux, on retourne dans les années 90 après. Ah, ça, ce serait chouette. On se refait un kiff. Mais j'aimerais bien retomber aussi le même corps, tout ça, parce que là... Faut que j'aime, en fait, dans le temps présent, faut kiffer. T'as raison, non, mais je plaisante. Non, mais surtout, c'est ça, faut aller de l'avant. Aller de l'avant, il faut aller voir Vincent de Mourir. En vrai, c'est la réplique la plus conne du monde, où il faut aller de l'avant. Mais tu peux jamais retourner en arrière. C'est ça. Il y a que dans ta tête. Non, mais c'est magnifique d'être dans le temps présent. Voilà. Mais merci pour cette émission. Merci à tous. À la semaine prochaine.